dans l'aube glaciale du 12 février 1945, le général Claus von Richter scrutait les positions américaines à travers la brume hivernale de la France du Nord. À 61 ans, cet homme portait le poids de 2 guerres mondiales sur ses épaules voûtées. Ses mains, qui avaient écrit le manuel de doctrine d'artillerie utilisé par toute la Wehrmacht, tremblaient légèrement dans le froid mordant. Derrière lui, 9 batteries d'artillerie allemande attendaient l'ordre de tir, dispersées selon les protocoles qu'il avait lui-même établis. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné. Parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. L'horloge marquait 5h45 du matin. Von Richter donna l'ordre d'un geste sec de la main. Les canons tonnèrent simultanément, leurs éclairs déchirant l'obscurité. Le sol trembla sous la puissance du barrage. Von Richter consulta sa montre avec satisfaction. Selon ses calculs, les Américains auraient besoin de 15 à 20 minutes pour localiser ces batteries, calculer les solutions de tir et riposter. D'ici là, ces hommes auraient déplacé les pièces vers de nouvelles positions. C'était la tactique éprouvée qui avait servi l'Allemagne depuis 1914. À 5h47, exactement 90 secondes après le premier tir allemand, l'enfer s'abattit sur les positions de von Richter. Les obus américains arrivèrent de multiples directions simultanément, comme si une main invisible avait orchestré leur convergence. La batterie numéro 3 disparut dans une boule de feu. Puis la batterie 7, puis la batterie 4. Les explosions étaient d'une précision chirurgicale, frappant exactement les emplacements que von Richter avait soigneusement choisis selon les règles de dispersion tactique. L'Oberleutnant Friedrich Weber émergea d'un cratère fumant, son uniforme déchiré, le visage noirci par la suie. À 24 ans, il avait rejoint la Wehrmacht avec l'idéalisme de la jeunesse, croyant défendre la patrie. Maintenant, il titubait vers le poste de commandement, portant un rapport que son général ne voulait pas entendre. « Herr Général !» halta Weber en se mettant au garde à vous. « Les batteries 3, 4 et 7 détruites. Les Américains ont riposté en moins de 2 minutes. »« C'est impossible, monsieur. » Von Richter fronça les sourcils, refusant d'accepter l'évidence. « Impossible? Non, lieutenant. Une chance, un coup de radiogoniométrie. Nos hommes ont peut-être rompu le silence radio. »« Mais monsieur, » insista Weber, sa voix tremblante, « ils ont tiré de partout à la fois, comme s'ils savaient exactement où nous étions avant même que nous ne tirions. C'est comme s'ils avaient un nouveau système. » Le général balaya cette suggestion d'un geste impatient. « Un système? Les Américains sont chanceux, voilà tout. Retournez à votre poste. » Mais dans le silence qui suivit, alors que la fumée s'élevait des positions détruites, von Richter sentit quelque chose se fissurer en lui. Pendant 40 ans, il avait maîtrisé l'art de l'artillerie. Il avait survécu à Verdun, formé une génération d'officiers, écrit la doctrine qui gouvernait chaque batterie allemande. Et maintenant, en l'espace de 2 minutes, tout son savoir semblait soudain obsolète. Un opérateur radio arriva en courant, tenant une transcription. « Herr Général, nous avons intercepté les communications américaines. Ils utilisent des séquences numériques codées. Plusieurs batteries coordonnent leurs tirs en temps réel. » Von Richter prit la transcription d'une main qui tremblait légèrement. Les chiffres dansaient devant ses yeux. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas de la radiogoniométrie. Les Américains faisaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Pour la première fois depuis 1914, Claus von Richter se demandait si son expertise valait encore quelque chose. 18 mois plus tôt, Aberdeen, Maryland, août 1943. Le capitaine Thomas Brennan travaillait seul dans le laboratoire souterrain, entouré d'équations griffonnées sur des tableaux noirs qui couvraient chaque mur. À 29 ans, cet ancien professeur de mathématiques du MIT avait les yeux cernés d'un homme qui fuyait quelque chose. 3 mois plus tôt, sa femme Margaret était morte en couche. Le bébé n'avait pas survécu non plus. Depuis, Brennan ne dormait plus. Il calculait. Le problème était élégant dans sa simplicité. L'artillerie traditionnelle prenait 15 à 20 minutes pour calculer, communiquer et tirer. Pendant ce temps, l'ennemi se déplaçait. Les cibles disparaissaient, des soldats américains mouraient en attendant du soutien qui arrivait toujours trop tard. « Capitaine Brennan !» Il sursauta. Le docteur Kellerman se tenait dans l'embrasure de la porte,
accompagné d'une femme en uniforme britannique. Kellerman, 55 ans, physicien réfugié d'Autriche, était le seul qui comprenait l'obsession de Brannen. « Thomas, je vous présente le lieutenant Helen Ashford, liaison britannique, ingénieur en télécommunications. » Ashford avança, la main tendue. Ses yeux gris évaluaient le chaos organisé du laboratoire. « On m'a dit que vous essayez l'impossible, capitaine. » Brennan ignora la main tendue, retournant à son tableau. L'artillerie comme système, pas comme arme individuelle. Coordination centralisée, calcul en moins de 60 secondes. Il parlait vite, les mots se bousculant. Le feu synchronisé de plusieurs batteries multiplie l'efficacité de façon exponentielle, pas additive. Mais il faut des communications radio en temps réel, un réseau capable de coordonner des dizaines de batteries simultanément. Brennan se retourna, la regardant vraiment pour la première fois. Elle avait perdu sa famille dans le Blitz de Londres. Il le lisait dans ses yeux, cette même rage froide qu'il sentait en lui. « Montrez-moi », dit-elle simplement. Les semaines suivantes se fondirent dans un brouillard de travail acharné. Ashford conçut le réseau radio. Brennan développa les algorithmes. Un jeune soldat du nom de Daniel Kowalski, comptable de Chicago avant la guerre, fut recruté comme premier opérateur de calculateur. Ses doigts volaient sur les machines mécaniques avec une précision de métronome. Le colonel Marcus Webb, commandant d'artillerie, manchot après Catherine Pass, visita le laboratoire avec un scepticisme évident. « Des mathématiques de collège », grogna-t-il. « La guerre se gagne avec du sang et du courage, pas avec des équations. » Brennan ne répondit pas. Il savait que Webb avait vu trop d'armes miracles échouer sur le terrain. Le colonel avait raison d'être sceptique, mais il avait tort sur l'essentiel. À 2h17 du matin le 15 septembre 1943, Brennan eut sa révélation. Il se redressa brusquement, renversant son café. « Hélène, le feu convergent. Si 3 batteries tirent simultanément de directions différentes… » Ashford comprit immédiatement. La cible reçoit un impact 3 fois plus puissant au même instant. Aucune chance d'évasion. « Plus que ça », murmura Brennan, ses mains tremblant en écrivant les équations. « L'efficacité ne triple pas, elle est multipliée par… » Il calcula rapidement. « Par 5, par 10, selon la géométrie. » Le premier test en laboratoire eut lieu 3 jours plus tard. 3 batteries théoriques, 6 cibles mobiles. Kowalski et 2 autres opérateurs travaillèrent les calculateurs mécaniques, tandis qu'Ashford coordonnait les communications simulées. 73 secondes. Toutes les cibles neutralisées avec une précision parfaite. Brennan regarda les résultats et pour la première fois depuis la mort de Margaret, il sentit quelque chose remuer en lui. Pas du bonheur, pas de prix en fête. Quelque chose de plus sombre. Il venait de créer un moyen de tuer avec une efficacité que le monde n'avait jamais connue. Cette nuit-là, il ne put pas dormir non plus, mais cette fois, ce n'était pas le chagrin qui le tenait éveillé. Octobre 1943, terrain d'essai d'Aberdeen. Le colonel Webb se tenait les bras croisés, son moignon gauche visible sous la manche épingée de son uniforme. Autour de lui, une douzaine d'officiers d'artillerie observaient avec un mélange de curiosité et de dédain. Le test était conçu pour être impossible. Coordonner 6 batteries dispersées sur 8 km, frapper 4 cibles mobiles en moins de 2 minutes. Les méthodes traditionnelles nécessitent 18 à 22 minutes, expliqua Webb d'une voix forte. Si le système du capitaine Brennan fonctionne comme promis, nous aurons notre réponse. S'il échoue… Il laissa la phrase en suspens, mais le message était clair. Dans le centre de direction de tir improvisé, un baraquement étouffant rempli d'équipements radio et de calculateurs mécaniques, Brennan ajustait nerveusement ses lunettes. Kowalski et 2 autres opérateurs attendaient devant leur machine. Ashford testait les fréquences radio une dernière fois. « Prêt ?» demanda-t-elle. Brennan hocha la tête, la gorge serrée. À 8 km de là, le sergent William Morrison, observateur avancé texan de regard de faucon, scruta le terrain à travers ses jumelles. Il avait accepté ce rôle avec réticence. Encore un officier intellectuel qui pensait pouvoir gagner la guerre avec des chiffres. « Cible 1 », dit-il calmement dans sa radio. « Coordonnées 4, 2, 7, 3, 8, 9. » Dans le centre de direction de tir, Kowalski se mit immédiatement au travail. Ses doigts manipulaient les calculateurs avec une vitesse stupéfiante. Solution de tir calculée. Batterie 2, 4 et 5, angle d'élévation. Les chiffres volaient de sa bouche. Ashford transmit simultanément les ordres à 6 batteries différentes.
Batterie 2, élévation 14 degrés, azimut 203. 91 secondes après l'appel de Morrison, les premiers obus a frappé la cible avec une précision dévastatrice. Les officiers observateurs échangèrent des regards incrédules. Cible 2, continua Morrison, incapable de masquer sa surprise. Coordonnées 512-427. 83 secondes. Cible 3, 79 secondes. Cible 4, 87 secondes. Le silence s'abattit sur le terrain d'essai. Webb dévisagea Brennan d'un regard indéchiffrable, puis il s'approcha lentement, tendit sa main unique. « Expliquez-moi comment, capitaine. » Brennan respira profondément. « Ce n'est pas une question de précision individuelle, monsieur. C'est une question de coordination systémique. Nous avons transformé l'artillerie en... » Il chercha les mots. « En orchestre. Chaque batterie joue sa partition, mais c'est la symphonie ensemble qui crée la puissance. » Webb hocha lentement la tête. « Vous avez changé les règles du jeu. » Il se retourna vers ses officiers. « Déploiement complet approuvé. Mais Brennan, vous formez personnellement chaque centre de direction de tir. Je veux être sûr que ça marche sur le terrain comme ici. »« Oui, monsieur. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Ashford trouva Brennan assis seul dans le baraquement, fixant les calculateurs mécaniques. Ses mains tremblaient. « Thomas ? Nous venons de prouver que nous pouvons tuer avec une efficacité... » Sa voix se brisa. « Hélène, j'ai créé quelque chose de terrible. » Elle s'assit à côté de lui, ne sachant quoi dire. Elle avait perdu toute sa famille sous les bombes allemandes. Pour elle, chaque arme qui raccourcit cette guerre était justifiée. Mais elle voyait aussi ce que cela coûtait à Brennan. « Vous avez créé quelque chose qui s'ouvre à des vies américaines, » dit-elle doucement, en tuant plus efficacement. Il leva des yeux vers elle. « Est-ce que nous sommes meilleurs qu'eux ?» Ashford n'avait pas de réponse. Dans 3 mois, Brennan verrait son système déployé au combat et il découvrirait que ses doutes n'étaient que le commencement. Janvier 1945, France du Nord. Le camion s'arrêta dans un crissement de frein devant le poste de commandement avancé. Le capitaine Thomas Brennan descendit, ses bottes s'enfonçant dans la boue glacée. L'odeur âcre de la cordite et de la terre retournée l'assaillit immédiatement. Au loin, le grondement sourd de l'artillerie résonnait comme un orage permanent. Il n'était plus dans son laboratoire, il était en guerre. Le sergent William Morrison observait le nouvel arrivant avec un mépris à peine voilé, encore un officier de l'arrière venu leur expliquer comment faire leur travail. Morrison avait 31 ans, des mains calleuses par des années de travail dans son ranch texan et un frère mort sur les plages d'Omaha Beach. Il n'avait pas de temps pour les théoriciens. « Sergent Morrison, » dit Brennan en tendant la main, « je suis ici pour former votre équipe au nouveau système de direction de tir. » Morrison serra la main mollement. « Avec tout le respect, capitaine, les mathématiques ne stoppent pas les balles. » Les 10 jours suivants furent un enfer d'incompréhension mutuelle. Brennan essayait d'expliquer des concepts mathématiques à des hommes épuisés qui voulaient juste survivre. Les servants d'artillerie, vétérans endurcis, résistaient à chaque changement de procédure. Le lieutenant Ashford, arrivé avec l'équipe de spécialistes, travaillait sans relâche pour installer le réseau radio. Mais même elle sentait l'hostilité ambiante. « Ils nous détestent », murmura-t-elle à Brennan une nuit, alors que les tirs allemands résonnaient au loin. « Ils ont peur », répondit Brennan. « Nous leur demandons de faire confiance à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. » Le 27 janvier à l'aube, une patrouille allemande fut repérée s'approchant des positions américaines. L'alerte retentit. Morrison grimpa à son poste d'observation, jumelles en main, son cœur battant avec le calme professionnel d'un homme qui a déjà fait cela 100 fois. « Patrouille ennemie, environ 40 hommes. Coordonnées 732-481. » Dans le centre de direction de tir, une tente chauffée remplie d'équipements radio et de calculateurs mécaniques, le soldat Daniel Kowalski se mit immédiatement au travail. Ses doigts volaient sur les machines. Solution calculée. Batterie 1, 3 et 5. Ashford transmit les ordres de tir avec une précision chirurgicale. Batterie 1, élévation 12 degrés. 83 secondes après l'appel de Morrison, les obus convergèrent sur la position allemande. Morrison regarda à travers ses jumelles et ce qu'il vit le figea sur place. Les explosions avaient été d'une précision diabolique. Les soldats allemands, des hommes qui une minute auparavant marchaient, parlaient, vivaient, étaient maintenant des formes brisées, éparpillées dans la neige rougie. Aucun survivant. Le feu coordonné de 3 batteries avait transformé 40 êtres humains en statistiques en moins de 2 minutes. Morrison baissa lentement ses jumelles, le visage vidé de toute expression. Dans le centre de direction, Brennan écoutait le rapport après action sur la radio. Sa voix était professionnelle, détachée.
Cible neutralisée. Aucune riposte ennemie. Mais il entendait aussi ce que Morrison ne disait pas. Le silence qui suivit les mots « neutralisé ». Le tremblement imperceptible dans la respiration du sergent. Cette nuit-là, Brennan ne put pas dormir. Il sortit du baraquement, fixant les fusées éclairantes qui illuminaient sporadiquement le ciel nocturne. Ces équations, ces calculs élégants, ils avaient des noms maintenant, des visages. 40 vies éteintes avec l'efficacité mathématique qu'il avait créée. Ashford le trouva là, recroquevillé contre un mur de sacs de sable. « Thomas ? J'ai tué ces hommes, murmura-t-il. Pas Morrison, pas les servants d'artillerie. Moi, j'ai créé le système qui les a tués avec cette efficacité obscène. » Ashford s'assit à côté de lui. « Vous avez créé un système qui raccourcira cette guerre. Chaque jour de guerre coûte des milliers de vies. Si votre système termine le conflit ne serait-ce qu'une semaine plus tôt. » « C'est de la justification mathématique, » l'interrompit Brennan. « Une équation utilitariste. Tuer 50 pour sauver 500. Mais Hélène, je peux calculer exactement quelle batterie, quel obus, quelle solution mathématique a tué chaque homme aujourd'hui. Je peux tracer la ligne de mon cerveau à leur mort. » Elle voulut le contredire, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge, parce qu'il avait raison, et parce qu'elle commençait à réaliser qu'elle l'aimait pour cette conscience même qui le déchirait. Morrison, nettoyant son équipement dans son abri, revivait les images vues à travers ses jumelles. Il avait appelé le feu qui avait détruit ses hommes, mais c'était le système de Brabham qui l'avait rendu si terriblement efficace. Pour la première fois, le sergent texan comprit que la guerre en était en train de changer. Et il n'était pas sûr qu'il aimait ce qu'elle devenait. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte beaucoup pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. 14 février 1945, avant l'aube. Le général Claus von Richter avait passé les 2 dernières semaines à concevoir cette offensive avec un soin méticuleux. Il avait étudié chaque échec précédent, analysé chaque rapport d'intelligence. Les Américains avaient un avantage, ils ne pouvaient plus le nier, mais von Richter était convaincu qu'il s'agissait d'une radiogoniométrie améliorée. Rien de plus. Ces 9 batteries étaient dispersées sur 20 km, maintenant un silence radio absolu, camouflées dans des positions fortifiées. À 5h30 précises, elles ouvriraient le feu simultanément. Même avec leur technologie, les Américains ne pourraient pas riposter assez vite contre 9 cibles simultanées. « Air Général » dit l'oberlieutenant Weber, « si les Américains ont vraiment un système de coordination centralisé. »« Assez » coupa von Richter d'un ton sec. Un tel système nécessiterait des calculateurs que même nous ne possédons pas. C'est technologiquement impossible. L'horloge marqua 5h30. Von Richter donna l'ordre. Les 9 batteries allemandes rugirent à unisson. Le barrage était massif, écrasant. La démonstration de la puissance d'artillerie allemande. À 5h33, 180 secondes plus tard, le monde de von Richter s'effondra. Le feu américain s'abattit de partout en même temps. Pas d'une seule direction, mais de dizaines. Des batteries qu'il ne savait même pas présentes dans le secteur. Les obus convergeaient sur ces positions avec une précision qui défiait toute explication. La batterie de Weber survécut par pure chance. Ils avaient déplacé leur position de 200 mètres la veille, raison d'un sol instable. Les obus américains frappèrent exactement où ils auraient dû être, réduisant leur ancien emplacement en cratère fumant. Weber regarda, horrifié, les 3 batteries voisines disparaître dans des gerbes de feu et d'acier. Mein Gott! Alors que l'infanterie allemande avançait dans le brouillard matinal, l'artillerie américaine commença ce que les manuels appelleront plus tard des barrages mobiles. Les obus tombaient dans des patterns rectangulaires qui se déplaçaient avec les troupes allemandes, comme si les Américains pouvaient prédire chaque mouvement. Dans son poste de commandement, von Richter recevait rapport après rapport. Batterie 3, détruite. Batterie 7, silence radio. Batterie 5, perte massive. Le Hauptmann Johann Krause, officier de renseignement, étudiait frénétiquement les intercepts radio américains. Les transcriptions montraient des séquences numériques complexes, des coordinations en temps réel, des calculs transmis entre multiples positions. « Air Général, » dit Krause, sa voix tremblante, « ils ont un système de direction centralisé. Ils coordonnent des dizaines de batteries comme une seule arme. C'est ce que nous pensions impossible. » Von Richter arracha les transcriptions des mains de Krause. Les chiffres dansaient devant ses yeux. Impossible, technologiquement impossible. Et pourtant, à midi,
l'offensive allemande s'était effondrée. 40% de pertes. Aucun objectif atteint. L'artillerie américaine avait systématiquement démantelé chaque formation, supprimé chaque batterie qui osait tirer. Ce soir-là, von Richter se tenait seul dans son bureau, fixant son manuel d'artillerie pré-guerre. Le livre qu'il avait écrit, le livre qui avait formé une génération d'officiers allemands, le livre qui était maintenant aussi obsolète qu'un traité sur l'arc et les flèches. Weber entra sans frapper, tenant son rapport formel. « Monsieur, je demande officiellement une enquête sur les capacités d'artillerie américaine. Nous ne pouvons pas continuer à envoyer nos hommes contre quelque chose que nous ne comprenons pas. » Von Richter leva les yeux vers ce jeune officier idéaliste qui avait rejoint la Wehrmacht en croyant à l'excellence militaire allemande. Weber avait maintenant dans le regard quelque chose que von Richter reconnaissait trop bien. La désillusion. « Votre rapport sera transmis, lieutenant. » Les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Après le départ de Weber, von Richter ouvrit un tiroir et en sortit une vieille photographie. Son fils, en uniforme, souriant. Mort à Stalingrad, mort en croyant à la supériorité allemande. Et maintenant, son père découvrait que cette supériorité n'était qu'une illusion, qu'il avait contribué à maintenir. Pour la première fois depuis 1914, Klaus von Richter pleura. 16 février 1945, 4 heures du matin. Dans le château reconverti en centre de coordination, le capitaine Thomas Brennan supervisait la plus grande opération d'artillerie coordonnée jamais tentée. 15 centres de direction de tir, reliés par radio, coordonnaient 80 batteries d'artillerie réparties sur un front de 32 km. L'opération portait le nom de code Thunderclap, le tonnerre. Le colonel Webb arpentait la salle des opérations, son moignon gauche serré contre son corps, signe de tension que Ashford avait appris à reconnaître. « Capitaine Brennan, nous sommes prêts ?» Brennan regardait les rangées de calculateurs mécaniques, les opérateurs radio à leur poste. Kowalski et son équipe vérifiaient une dernière fois les équipements. « Oui, monsieur, le système est opérationnel. » À 8 km au nord, Morrison et son réseau d'observateurs avancés étaient en position, scrutant les lignes allemandes dans l'obscurité pré-aube. À 6 heures précises, 80 batteries américaines rugissent simultanément. Le barrage initial fut d'une telle magnitude que les sismographes en Suisse enregistraient les vibrations. Mais ce n'était pas la puissance brute qui distinguait cette offensive. C'était la précision, la coordination, la symphonie mortelle de destruction orchestrée. Les obus tombaient dans des patterns qui avançaient exactement avec l'infanterie. 100 mètres au nord, toutes les 3 minutes. Pas trop vite pour laisser l'infanterie derrière, pas trop lent pour donner à l'ennemi le temps de se regrouper. Quand une batterie allemande tentait de riposter, Morrison ou l'un des 12 autres observateurs appelait immédiatement les coordonnées. Dans les centres de direction, les opérateurs calculaient les solutions. En moins de 4 minutes, le feu coordonné de 6 à 8 batteries américaines s'abattait sur la position allemande. Von Richter, commandant la défense allemande, regardait impuissant l'effondrement systématique de ces lignes. Chaque batterie qui tirait était localisée et détruite. Chaque point fort était identifié et pulvérisé. Son artillerie, son domaine d'expertise, était devenu inutile, pire qu'inutile, suicidaire. Dans le château, Brennan suivait l'opération à travers les rapports radio et les données des calculateurs. Les chiffres étaient impeccables. Efficacité, 96%. Temps de réponse moyen, 127 secondes. Pertes américaines par tir de contre-batterie, réduites de 70%. C'était magnifique. C'était horrible. À midi, l'offensive américaine avait percé les lignes allemandes. Ashford apporta à Brennan les derniers rapports de pertes. « Thomas, regarde. L'infanterie avance avec des pertes minimes. Ton système fonctionne exactement comme prévu. » Brennan fixait les chiffres. Pertes allemandes estimées, 800 hommes. Pertes américaines, 34. Son système avait transformé ce qui aurait dû être une bataille sanglante en massacre à un seul sens. « 800, murmura-t-il. Je peux calculer combien de ces morts sont dus à chaque centre de direction. Combien à chaque batterie. Combien à chaque décision que j'ai prise en concevant ce système. » Webb, entrant dans la salle, entendit les derniers mots. « Capitaine, vous avez sauvé 766 vies américaines aujourd'hui. C'est ce que vos chiffres signifient. » Mais Brennan ne voyait pas 766 vies sauvées. Il voyait 800 vies prises.
avec l'efficacité mathématique qu'il avait créée. Morrison, revenant de sa position avancée, trouva Brennan seul dans un coin du château, fixant un calculateur mécanique. « Capitaine, » dit le sergent, sa voix différente maintenant, teintée de respect. « Votre système a sauvé mon équipe aujourd'hui. Les Allemands ont tenté une contre-attaque sur notre position. Vous avez coordonné le feu de 6 batteries en moins de 2 minutes. Nous sommes vivants grâce à vous. » Brennan leva les yeux. Morrison était sincère, reconnaissant. Et cela rendait tout encore pire. « Je suis content que vous ayez survécu, sergent, » dit Brennan doucement. Ce qu'il ne dit pas, « Je suis content que vous ayez survécu, mais je ne peux pas célébrer la méthode qui vous a sauvé. » Cette nuit-là, Ashcord trouva Brennan sur les remparts du château, regardant vers le nord où les incendies brûlaient encore. « Nous avons gagné, Thomas. Nous avons tué efficacement, » répondit-il. « Il y a une différence. » Elle se rapprocha de lui. Leurs épaules se touchaient dans le froid. « La guerre est horrible. Ton système la rend plus courte. Plus courte signifie moins de morts au total. C'est de la mathématique, Hélène, du calcul utilitariste. Mais ces 800 hommes aujourd'hui, ils ne sont pas une équation. Ils étaient réels. » « Je sais. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais les 766 Américains qui rentreront chez eux, ils sont réels aussi. » Brennan n'avait pas de réponse à cela, parce qu'elle avait raison. Et il avait raison. Et la guerre ne se souciait pas de cette contradiction morale. Dans un bunker allemand, Weber écrivait une lettre à sa fiancée Anna. « Nous ne pouvons pas gagner. Leur artillerie est devenue quelque chose que nous ne pouvons pas combattre. » Et von Richter, dans son quartier général, rédigeait son rapport officiel. Pour la première fois en 40 ans de carrière, il écrivait les mots qu'il n'avait jamais pensé écrire. L'avantage artillerie américain est insurmontable. Le monde avait changé. Et tous, vainqueurs comme vaincus, portaient maintenant le poids de ce changement. 18 février 1945. Contre l'avis d'Ashford, Brennan insista pour accompagner la patrouille d'évaluation vers les anciennes positions allemandes. Il devait voir. Il devait savoir ce que ces mathématiques signifiaient en termes de chair et de sang. Le paysage était lunaire. Des cratères partout. Des arbres déchiquetés. L'odeur douce, écœurante, de la mort récente. Les obus avaient trappé avec la précision qu'il avait calculée. Chaque impact exactement où le système l'avait prédit. C'était magnifiquement horrible. Brennan s'arrêta près d'un abri effondré. Un jeune soldat allemand gisait là, la poitrine déchirée par des éclats d'obus. Il ne devait avoir plus de 19 ans. Ses yeux bleus fixaient Brennan, encore conscient, encore vivant. « Vasseur !» murmura le garçon. « Bitte !» Brennan s'agenouilla, ses mains tremblantes sortant sa gourde. Il souleva la tête du soldat, porta l'eau à ses lèvres. Le garçon but faiblement. Puis ses yeux se fermèrent. Sa respiration s'arrêta. Brennan resta là, tenant le corps qui refroidissait. Il pouvait calculer exactement quelle batterie avait tiré l'obus, quel centre de direction avait fourni la solution, quelle séquence mathématique avait conduit cet fragment d'acier vers ce garçon spécifique. La ligne entre son cerveau et cette mort était parfaitement traçable. « Capitaine, » dit le lieutenant de la patrouille, « nous devons continuer. » Brennan déposa doucement le corps et se leva. Ses jambes tremblaient. Le soir, dans son baraquement, il sortit du papier et commença à écrire. « Chère Margaret. » Les mots coulaient comme s'ils pouvaient vraiment lui parler. « J'ai créé quelque chose qui tue, avec une efficacité que je n'aurais jamais cru possible. Aujourd'hui, j'ai tenu dans mes bras un garçon qui est mort à cause de mes équations. Il avait l'âge qu'aurait eu notre enfant. Il écrivait rapidement, désespérément. Comment mesure-t-on le bien et le mal quand les deux sont intimement liés? Chaque vie américaine sauvée par mon système est achetée en sang allemand versé efficacement. Est-ce que cela me fait d'un sauveur ou un tueur? Ashford entra sans frapper et le trouva là, les joues mouillées de larmes, entouré de pages d'écriture. « Thomas,
Je peux calculer précisément combien de personnes mon système a tué. 943 jusqu'à présent. J'ai les chiffres, les rapports. Je peux tracer chaque mort jusqu'à mes décisions de conception. Elle s'assit à côté de lui, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. Et tu peux aussi calculer combien de vies américaines ont été sauvées. Plus de 2000. Chaque jour que ton système raccourcit cette guerre sauve des milliers de personnes des deux côtés. C'est de la justification mathématique, Hélène. Le calcul utilitariste. Mais ce garçon aujourd'hui, il n'était pas un chiffre? Non, admit-elle doucement. Il ne l'était pas. Et les 786 Américains, qui sont rentrés chez eux grâce à ton système cette semaine, ne sont pas des chiffres non plus. Brannon ferma les yeux. Je ne sais plus comment me sentir par rapport à tout cela. Peut-être que c'est bien de ne pas savoir. Peut-être que l'incertitude morale est la seule réponse honnête. Le lendemain, Morrison visita le centre de direction pour remercier l'équipe de Brennan. « Hier, les Allemands ont contre-attaqué notre poste d'observation. Votre feu coordonné nous a sauvés. 81 secondes entre mon appel et l'impact. Toute mon équipe vivante grâce à vous. » Kowalski sourit, fier. Les autres opérateurs se serrèrent la main. Brennan observait, incapable de partager leur joie. Morrison avait survécu parce que le système fonctionnait parfaitement. Et ce même système parfait avait tué ce garçon allemand avec la même efficacité implacable. La distance entre la gratitude de Morrison et la culpabilité de Brennan semblait infranchissable. Ce soir-là, une dépêche arriva de Kellerman à Aberdeen. « Thomas, votre système sera standardisé pour toute l'artillerie alliée. Le département de la guerre recommande votre promotion. Vous avez changé le visage de la guerre moderne. » Brennan froissa la lettre. Il avait changé le visage de la guerre. Il l'avait rendue plus efficace, plus meurtrière, plus impersonnelle, plus mathématique. Et il porterait ce poids pour le reste de sa vie. 20 février 1945, quartier général allemand. Le Hauptmann Johann Krause se tenait devant von Richter et l'état-major, tenant son rapport comme un condamné tenant sa sentence. Il avait passé 2 semaines à analyser chaque intercept radio, chaque observation de bataille, chaque fragment d'équipement américain capturé. Ses conclusions étaient dévastatrices. « Messieurs, commença-t-il, sa voix ferme malgré sa nervosité. Les Allemands ont développé un système de direction de tir centralisé, utilisant des calculateurs mécaniques et une coordination radio en temps réel. Ils peuvent coordonner des dizaines de batteries comme une seule arme avec des temps de réponse inférieurs à 2 minutes. Il déploya une carte montrant les patterns de feu américains. Regardez, la précision, la synchronisation, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la radiogonométrie. C'est un système intégré qui transforme l'artillerie individuelle en force orchestrée. Le silence dans la salle était pesant. Notre doctrine d'artillerie, continua Krause, chaque mot difficile à prononcer, est obsolète. Je recommande immédiatement l'adoption de tactiques de dispersion extrême et l'abandon des opérations offensives d'artillerie jusqu'à ce que nous puissions développer des contre-mesures. Le Oberleutnant Weber, invité à témoigner, hocha la tête. J'ai observé ce système détruire 3 batteries en 4 minutes. Le Hauptmann Krause a raison. Nous ne pouvons pas gagner de duel d'artillerie contre cela. Les officiers plus âgés protestèrent immédiatement. Impossible. Un tel système nécessiterait une technologie que même nous n'avons pas. Précisément, dit Krause calmement. Les Américains nous ont dépassés technologiquement. Tous les yeux se tournèrent vers von Richter. Le vieux général fixait le rapport, ses mains tremblantes légèrement. Accepter ce rapport signifiait admettre que son manuel, son doctrine, sa vie entière d'expertise ne valaient plus rien. « Herr Général, dit Weber doucement, nous envoyons nos hommes mourir dans des duels que nous ne pouvons pas gagner. » Von Richter leva les yeux. « Et si j'accepte votre rapport, Hauptmann Krause, qu'est-ce que cela signifie? Que nous abandonnons l'artillerie offensive? Que nous admettons notre infériorité? Qu'est-ce que cela fait au moral, à la cohésion organisationnelle ?» Von Richter se leva lentement, se tournant vers la fenêtre. Dehors, le crépuscule tombait sur un Reich en train de mourir. Il pensait à son fils, mort à Stalingrad en croyant en la supériorité allemande. Il pensait à 40 ans de carrière, à chaque étudiant qu'il avait formé, à chaque manuel qu'il avait écrit. « Nous modifierons notre doctrine, » dit-il finalement. « Mais nous ne l'abandonnerons pas complètement. L'artillerie reste l'épine dorsale de notre défense. Nous continuerons, mais avec plus de prudence. »
Ce n'était ni l'acceptation que Creuse recommandait, ni le rejet complet que les conservateurs voulaient. C'était un compromis qui ne satisfaisait personne. Après la réunion, Weber confronta von Richter en privé. « Monsieur, vous savez que le Hauptmann a raison. Pourquoi continuer avec des tactiques qui ne fonctionnent plus ?» Von Richter regarda ce jeune officier idéaliste qui lui rappelait tellement son fils. « Parce que, Weber, si j'admets que tout ce en quoi j'ai cru toute ma vie est obsolète, alors qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que nous sommes ?»« Vivants, » répondit Weber. « Nous serions vivants. » Mais von Richter secoua la tête. Certaines vérités étaient trop coûteuses à accepter. Cette nuit-là, Creuse écrivit à sa femme en Bavière. « Nous comprenons ce que nous affrontons, mais ne pouvons pas changer pour y faire face. L'orgueil institutionnel nous tue, plus sûrement que les obus américains. » Et von Richter, seul dans son bureau, ouvrit son manuel d'artillerie pré-guerre. Il le feuilleta lentement, touchant chaque page comme on dit adieu à un ami mourant. Il savait que Creuse avait raison. Il savait que Weber avait raison. Mais accepter cela signifiait accepter sa propre obsolescence. Et Klaus von Richter n'était pas encore prêt pour cela. 25 février 1945, avant l'aube. Von Richter avait pris sa décision. Un dernier barrage massif. Toutes les batteries disponibles dans une attaque coordonnée à l'ancienne. Si les Américains avaient leur système moderne, l'Allemagne répondrait avec un volume écrasant à l'ancienne manière. 40 batteries, le plus grand rassemblement d'artillerie allemande en semaine. « C'est de la folie », murmura Weber alors qu'il regardait les préparatifs. Mais les ordres étaient les ordres. À 4h45 du matin, les observateurs américains détectèrent les préparatifs allemands. Morrison, depuis son poste avancé, compta les éclairs de canon qui trahissaient les positions. « Multiples batteries allemandes en préparation de tir, j'en compte au moins 30. » Dans le centre de coordination principal, le colonel Webb prit une décision instantanée. « Frappe contre batterie préventive. Autorisation d'utiliser le réseau complet. » Brennan regarda les calculateurs mécaniques s'activer. 15 centres de direction coordonnant des dizaines de batteries pour une frappe simultanée. Les solutions de tir se calculaient en temps réel. 40 positions allemandes identifiées. 40 cibles. « Solution prête !» annonça Kowalski, sa voix tendue. « Feu !» ordonna Webb. À 5h20, 10 minutes avant que von Richter ne prévoie de lancer son barrage, le ciel explosa. L'artillerie américaine frappa de toutes les directions simultanément. Les batteries allemandes regroupées pour leur attaque massive furent systématiquement annihilées en 20 minutes de bombardement d'une précision chirurgicale. Von Richter, dans son poste de commandement, recevait les rapports avec une horreur croissante. Batterie 1, détruite. Batterie 5, silence. Batterie 12. Tous détruits. Il sortit de son bunker pour voir la fumée s'élevant de chaque position d'artillerie sur la carte. Son offensive s'était écroulée avant même de commencer. Weber, observant depuis une position avancée, comprit que c'était fini. Continuer était suicide. Il prit la décision que son général ne pouvait pas prendre. « Nous nous rendons », dit-il à ses hommes. Dans le centre de coordination américain, Brennan suivait l'opération avec une horreur grandissante. Les chiffres étaient parfaits. Efficacité, 98,7%. 40 batteries allemandes détruites. Pertes américaines, 0,3%. C'était le fonctionnement parfait de son système. C'était une exécution de masse automatisée par les mathématiques. Quand le silence tomba après le barrage, Ashford toucha l'épaule de Brennan. Il ne bougeait pas. Elle se pencha et vit qu'il pleurait silencieusement, les larmes coulant sur son visage alors qu'il fixait les calculateurs. « Thomas ?» « Le système fonctionne parfaitement, murmura-t-il. C'est le problème. Il fonctionne parfaitement. » Morrison rapporta par radio aucune artillerie allemande détectée dans tout le secteur. Webb rayonnait. « Messieurs, nous venons de remporter la plus grande victoire d'artillerie de la guerre. » Mais Brennan ne pouvait pas célébrer. Il venait de calculer exactement combien d'hommes son système avait tué ce matin. 783, en 20 minutes, avec une efficacité mathématique impeccable. « Je ne peux plus faire ça, » dit-il soudainement. « Colonel, je demande à être relevé de mes fonctions. » Webb se tourna, surpris. « Capitaine, je ne peux plus faire ça.
répéta Brennan, sa voix brisée. Le système fonctionne. Il n'a plus besoin de moi. Mais moi, je ne peux plus. Ashford intervint rapidement. Colonel, le capitaine Brennan a besoin de repos. Il travaille sans interruption depuis des mois. Webb regarda longuement Brennan, puis hocha lentement la tête. Accordé. Vous avez gagné cette guerre, capitaine. Vous méritez du repos. Mais tous les trois savaient que ce n'était pas du repos dont Brennan avait besoin. C'était une rédemption qu'aucune quantité de repos ne pourrait fournir. Von Richter, debout dans les ruines de son commandement d'artillerie, écrivit son rapport final. L'avantage de coordination artillerie américain est insurmontable. Nous ne pouvons rivaliser. C'était la première fois en 40 ans qu'il admettait la défaite totale. Weber, marchant vers les lignes américaines avec un drapeau blanc, pensait à Anna. Au moins, il survivrait pour la revoir. Et Brennan, évacué vers Aberdeen, portait le poids de 783 vies supplémentaires sur sa conscience déjà écrasée. Le système avait gagné. L'humanité avait perdu. Ou peut-être que c'était plus compliqué que cela. Peut-être que c'était juste la guerre. Mars 1945, Aberdeen, Maryland. Brennan se tenait dans le laboratoire souterrain où tout avait commencé, fixant les premiers prototypes de calculateurs. Le docteur Kellerman le trouva là, perdu dans ses pensées. « Thomas, vous avez raccourci la guerre de mois, sauvé des milliers de vies. En tuant efficacement, murmura Brennan. Je ne peux ni regretter ni célébrer ce que j'ai créé. » Kellerman s'assit lourdement. En 1938, j'ai fui l'Autriche. Ma famille y est restée. Ils sont morts dans les camps pendant que j'étais en sécurité ici. J'ai appris que combattre le mal nécessite parfois des outils terribles. La question n'est pas l'outil, mais si nous restons humains en l'utilisant. Ashford intervint rapidement. « Thomas !» Il se tourna vers elle, voyant dans ses yeux la même culpabilité, le même fardeau. « Je t'aime », dit-elle simplement. « Et je porte le même poids que toi. » Brennan prit ses mains. « Nous avons raccourci la guerre et tué efficacement. Je ne sais pas comment me sentir. »« Moi non plus, » admit-elle. « Mais nous le portons ensemble. » Le 8 mai, l'Allemagne capitula. Le système de Brennan était maintenant standard dans toute l'artillerie alliée. Dans un camp de prisonniers, von Richter enseignait les mathématiques à de jeunes soldats allemands. Son expertise en artillerie était obsolète, mais le savoir lui-même était éternel. Il avait trouvé une nouvelle façon de contribuer. Une lettre arriva du sergent Morrison. « Capitaine, votre système m'a sauvé 3 fois. Venez visiter mon ranch au Texas après la guerre. » Brennan garda la lettre, mais ne savait pas s'il pourrait accepter. Comment accepter la gratitude quand le prix en était si lourd? Marchant dehors avec Ashford, il regarda le prototype une dernière fois. Son innovation vivrait des décennies, bien au-delà de son contrôle. « Nous avons changé la guerre, » dit-il, « et elle nous a changés. » Ensemble, ils portaient le bardeau de l'innovation, son prix et sa promesse, indissociables pour toujours.